Bonsoir à toutes et toutes qui rejoignaient Mediapart Live, qui nous retrouvaient pour deux débats qui vont concerner le MeToo français. Et le premier débat où l'on va revenir sur le retentissement d'un procès, non pas le procès de Denis Baupin, mais le procès intenté par Denis Baupin à Mediapart, France Inter et des victimes ayant témoigné. Un procès qui a eu lieu du 4 au 8 février. Qui a été chroniqué dans nos colonnes et ailleurs, bien sûr. C'est ce qui a fait son retentissement. Le parquet a requis la relaxe pour les accusés, mais il faut bien préciser que le délibéré sera rendu public le 19 avril. Donc pour l'instant, le jugement n'est pas rendu, mais évidemment, les débats ont déjà une portée presque historique, du moins ça a été perçu comme tel sur le moment. Avec nous pour en parler, Lénaïque Bredoux, journaliste à Mediapart, tu es à l'origine avec ton collègue de France Inter de l'affaire Baupin. C'est toi qui as rédigé les premiers articles sur Mediapart, on va y revenir. Marie Barbier, journaliste à l'Humanité, vous avez couvert ce procès. On va aussi revenir sur ce mode de couverture qui est passé non seulement par des articles mais par des live tweets. Claire Moléon, vous étiez avocate d'Isabelle Attard, qui était une des victimes donc, dans l'affaire Baupin, qui était mise en cause donc, pour diffamation. Et puis Emmanuel Torgman, vous étiez l'avocat de Mediapart dans ce procès. Une question générale pour commencer sur la façon dont vous avez vécu ce procès. En préparant ce plateau, on se disait, bon, voilà, visiblement, c'est devenu autre chose qu'un procès. C'est devenu un événement, ça a percolé dans la société. Est-ce que vous qui avez vécu ça de l'intérieur, comment ça s'est passé ces journées? J'imagine qu'en plus, il y a eu une évolution au fur et à mesure des jours d'audience. Je ne sais pas qui veut commencer. Non, mais c'est vrai que c'était un peu particulier parce que déjà, le procès durait 5 jours, ce qui est quand même très rare pour un procès de presse. Il y avait à peu près, je crois, 25 témoins, ce qui n'était pas non plus l'habitude à la 17e. Et c'est vrai que c'était un procès de presse par le nom, mais c'était un procès d'autre chose, finalement. C'est ça que je trouve qui a émergé, c'est-à-dire que toutes ces femmes extrêmement courageuses et dignes qui viennent témoigner. Il ne faut pas l'oublier, il y avait quand même aussi 2 hommes qui avaient été les témoins et qui ont accepté quasiment d'être poursuivis parce qu'ils l'ont été. Et c'est vrai que ça a fait émerger des choses totalement différentes. Et à la fin, on ne savait plus trop, finalement, dans quel procès on était. Un procès de presse, ces femmes qui ont parlé, qui étaient poursuivies, donc prévenues devant le tribunal, alors que, par ailleurs, leur statut de victime avait quand même en partie été reconnu par le procureur de la République. C'était quand même un procès très, très compliqué, très, très particulier, je trouve. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, il y a eu 6 femmes qui ont été poursuivies pour avoir témoigné à visage découvert dans Mediapart et sur France Inter, et 2 hommes qui avaient confirmé leurs propos. Donc on était très nombreux sur le banc des prévenus, mais pas seulement des journalistes. Et je pense que c'est évidemment la clé, une des clés de pourquoi ce procès a été très différent d'autres procès de presse, c'est qu'il n'y avait pas seulement les journalistes à défendre leur travail, sa rigueur et sa pertinence, mais aussi du coup des femmes et des hommes témoins devant défendre de la bonne foi de ce qu'elles avaient dit, donc du fond de ce qu'elles avaient dit, et donc des accusations qu'elles avaient portées. Et donc immédiatement, en fait, moi j'ai eu l'impression par moment de voir l'enquête une partie de l'enquête en tout cas qu'on avait faite à l'époque avec Cyril, tout d'un coup se dérouler, mais dans le tribunal. Donc évidemment, c'est pas du tout la même portée que dans un bureau, que dans un café, enfin voilà, mais il y avait vraiment quelque chose du même ordre, une sorte de concentré de cette enquête, mais dans le cadre de la justice, dans un tribunal, dans une salle d'audience qui évidemment lui donne immédiatement une autre portée. Claire Moléon, je vous laisse réagir là-dessus et j'ajoute une question parce que là c'est un point juridique que je me fie aux avocats. Est-ce qu'il y avait une autre procédure qui aurait permis, entre guillemets, de ne pas entendre les victimes? Est-ce que c'est... Alors, pour resituer un petit peu le procès, parce qu'en fait, il y a eu 2 vagues dans le procès Baupin. Ça a commencé en mai 2016, quand effectivement Isabelle Attard, Sandrine Rousseau, Hélène Debost et Annie Lamère ont pris la parole au micro de France Inter et ont témoigné de ce qu'elles avaient vécu. Donc ça, c'était en mai 2016. Ça a été cette première phase de presque libération de leurs paroles. Il faut resituer en termes chronologiques. En mai 2016, on est avant la vague MeToo, on est avant Weinstein, on est à une époque
où personne ne prend vraiment la parole pour raconter ce type d'agissement. Donc elles ont vraiment été précurseurs. Donc elles portaient quand même, je pense, beaucoup ce poids et cette responsabilité d'avoir ensuite déclenché tout ce mouvement. Et donc pour elles, ça a été une semaine qui était particulièrement intense, qui leur a permis en même temps d'avoir cette tribune pour raconter ce qui s'était passé, puisque, pour revenir un peu sur la chronologie, elles avaient, du coup, il y a eu ces articles, ces 2 salves d'articles qui ont été publiés au mois de mai par France Inter et par Mediapart. Il y a eu ensuite une enquête du parquet pendant 10 mois. Ils ont enquêté sur tous les faits qui avaient été dénoncés. Ils ont entendu ces femmes qui avaient témoigné à visage découvert, mais aussi de manière anonyme. Il y a eu des dizaines et des dizaines et dizaines de personnes qui ont été auditionnées. Et à l'issue de cette enquête, le parquet a classé l'affaire pour prescription, puisqu'à l'époque, la prescription n'était que de 3 ans, et donc la quasi-totalité des faits était prescrits. Et le procès là, qui nous a occupés, c'est en fait un procès renversé. C'est le procès en diffamation. C'est Denis Baupin qui, à la suite de la publication des articles, a porté plainte contre les journalistes, mais en visant aussi les victimes. Donc, cette semaine d'audience et ce procès, il a ceci de très, très particulier, qu'elles avaient été privées, en quelque sorte, du procès pénal qu'elles n'avaient pas pu avoir en raison de la prescription. Et là, enfin, elles ont pu raconter non seulement ce qui leur était arrivé, mais on a pu aussi avoir la confirmation que les gens savaient, et on a pu mettre sur la table des vrais enjeux. C'est aller au-delà en fait, de ce qui leur était arrivé, et ça a touché des vrais enjeux de société. Marie Barbier, justement, tout ce processus-là, la figure de la personne qui attaquait en diffamation, Denis Baupin, et la force aussi des personnes qui étaient prévenues, journalistes et femmes politiques et hommes politiques. Est-ce que tout ça a, selon vous, concouru à faire de ce procès un moment quand même très particulier par rapport à ce que vous avez déjà pu couvrir en tant que journaliste judiciaire? Il y a plein de choses dans le contexte aussi qui font que c'est un procès sans doute qui fera date pour les droits des femmes. On est après MeToo, on est dans les premiers procès où la parole se libère, où elle est aussi entendue. Et là, effectivement, on sent dès le début, pour répondre à la première question, qu'il se passe quand même quelque chose de complètement hors norme dans ce tribunal, quoi, parce qu'on a en plus une partie civile qui n'est pas là. Baupin n'est pas là. Donc ça, c'est quand même très, très particulier. Et ça, la première journée d'audience, elle est marquée par ça, notamment par les avocats qui, du coup, demandent à ce qu'ils viennent et finalement ne sont pas entendus. Il y a ça. Et puis, il y a ce banc des prévenus avec ces femmes qui sont là, qui n'ont pas eu, elles, de procès. Et il y a une tension dans la salle d'audience ce premier jour. Enfin, c'était vraiment très, très... Même le langage des corps, quoi. Elles étaient très tendues. Et ça s'est détendu le mardi après-midi quand elles ont pu parler. C'était très beau aussi. C'était un beau moment de justice, je pense. Ce moment où elles ont enfin pu venir devant un tribunal et dire ce qu'elles avaient à dire, quoi. C'était vraiment fort, quoi. Et avant de rentrer dans vraiment le récit de ces 5 jours, est-ce que vous pensez, alors peut-être Lénaïque et Marie Barbier, est-ce que vous pensez que cette semaine a d'une certaine manière été corrélée à les semaines suivantes qui ont vu l'émergence d'une forme de libération de la parole aussi sur Twitter, par exemple sur la Ligue du LOL, donc ces affaires qui ont secoué les rédactions, notamment parisiennes. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est une même séquence, ou est-ce que c'est 2 affaires bien distinctes? Moi, je pense qu'il y a un hasard de calendrier. Hein. Par ailleurs, ce qui sort sur la Ligue du LOL dans Libération n'a rien à voir avec le calendrier du procès Baupin. Il y a un calendrier qui s'entrechoque. Après, moi, à chaque fois sur ces sujets, et on l'a vu ces dernières années, il y a toujours des effets d'accumulation qui fait que tout d'un coup, ça fait des effets de cliquets supplémentaires. On passe des étapes supplémentaires dans... alors moi, à chaque fois, j'ai toujours du mal sur le truc libération de la parole, mais en tout cas sur le fait qu'elle est entendue. Ouais. Enfin, d'ailleurs, Isabelle Attard, elle l'a dit à l'audience, mais vraiment, elle a raison, parce que toutes les enquêtes montrent qu'il y a toujours eu des prises de parole précédentes. D'ailleurs, sinon, on n'arriverait jamais à l'écrire, parce qu'en fait, sinon, si elle n'en avait vraiment jamais parlé à personne, on n'aurait jamais personne pour pouvoir confirmer le fait qu'elles aient dit la même chose avant. Donc, on serait toujours bloqué. Et en fait, c'est jamais le cas. Donc, voilà. Mais en tout cas, sur le fait que de prendre la parole publiquement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et ce qui est effectivement un acte très courageux, très difficile. Et moi, j'ai remarqué, voilà, quand on voit, en tout cas depuis que je travaille là-dessus, depuis 2011, donc déjà au moment de l'affaire Strauss-Kahn,
voilà, et quand on voit à chaque fois, c'est des effets d'accumulation qui font que ça ouvre des champs supplémentaires, ça encourage des personnes supplémentaires à s'exprimer publiquement et à se sentir légitimes pour le faire. Vous êtes à peu près d'accord avec cette... Oui, c'est ça. Et moi, je rajouterais dans la période qu'avant, juste parce que moi, du coup, ça a été une continuité. Juste avant, j'ai suivi pendant 3 semaines le procès pour viol au 36 quai des Orfèvres. Et il y avait vraiment une continuité. Là, il y avait quelque chose quand même qui se passait qui était très, très fort aussi, quoi. Dans l'accumulation des affaires. Mais c'est pour ça qu'il faut remercier M. Bopin, parce que sans lui, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que sans son obstination à vouloir, comme son avocat l'a dit, laver son honneur, on n'aurait pas eu ce procès. C'est-à-dire que c'est un côté très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a une victime qui est victime d'un procès de diffamation et qui en même temps a été mise en cause dans le cadre d'une enquête pénale, et on a des femmes qui sont mises en examen, prévenues, alors qu'elles sont en réalité victimes, et que c'est parce que lui a insisté parce qu'il aurait très bien pu abandonner l'affaire. C'est ce que tout le monde pensait. On s'est dit, après une enquête du procureur de la République et un communiqué, qui est quand même une affaire rarissime, où on a quand même une déclaration où on dit les déclarations sont constantes, mesurées et corroborées par les témoignages. C'est-à-dire que dans cette phrase-là, toute l'enquête qui avait été faite par Lénaïque Bredoux et Cyril Gazzani était déjà confirmée. Et il a voulu néanmoins, comme dans une espèce de... Vous savez, c'est toujours quelque chose dans l'inconscient des gens, de ne pas comprendre finalement le sens. C'est-à-dire que là, c'était finalement plus le procès des femmes, c'était son procès à lui. Et c'est lui qui l'a provoqué. Parce que si c'était désisté, on n'aurait jamais eu cette semaine d'audience. Et on n'aurait pas eu, comme le disait Lénaïque, cette prise de parole publique. Parce qu'elles ont parlé, ces femmes. Elles ont parlé à la presse, elles ont parlé aux policiers, mais tout restait un peu secret. Et là... il faut remercier M. Bopin. Merci, M. Bopin. Je suis pas sûre qu'elles sont... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. À un moment, c'est peut-être un mal pour un bien, quoi. Oui, un réveil, une espèce de prise de conscience de la volonté que les gens comprennent ce qui s'est passé, quoi. Enfin, on verra après ce qui s'est passé, on verra ce que dira le tribunal. Mais... Ouais, le délibéré le 19 avril. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de décision. On va regarder ensemble un court extrait du film de Naruna Kaplan, qui est réalisatrice, qui a réalisé un film qui s'appelle Depuis Mediapart et qui sort en mars, donc je vous le dis pour les gens qui suivent tout ça, et qui revient sur le cheminement de l'enquête Bopin à Mediapart. Ils vont vérifier qu'on a rempli toutes les conditions d'une enquête, enfin du droit de la presse, si on a rempli le droit, enfin si on a coché les cases du droit de la presse en fait. Sa défense est quand même extrêmement faible. Moi, ce procès sur la diffamation n'aura jamais lieu. Enfin moi, j'y crois pas. Il s'enfonce, il s'enfonce complètement. Parce que votre enquête, elle est absolument inattaquable. Les témoignages, en plus, continuent à arriver, c'est inattaquable. Du coup, ouais. enfin, moi, j'ai une stratégie assez... Je pense que c'était la pire stratégie possible parce que, à part montrer que ça a encore plus d'ampleur que ce qu'on a dit, à la fin, c'est à ça que ça va aboutir. J'en ai peur pour lui, oui. Alors, Lénaïque, on entend que, effectivement, vous ne vous attendiez pas à ce procès, mais ce qui est le plus intéressant dans l'extrait, ce sont les paroles de Sandrine Rousseau, donc, qui est une des victimes, qui sont des paroles vraiment prémonitoires sur ce qui s'est passé. Et une des raisons, sans doute réelles, en tout cas substantielles, pour lesquelles ce procès, on ne pouvait guère s'y attendre, comme elle le dit, c'est que c'est sans doute la pire stratégie qu'ils pouvaient adopter. Comment on explique après coup ce qui s'est passé? Alors moi, la stratégie de Denis Bopin, je me l'explique toujours pas vraiment, mais tout comme je ne m'étais pas vraiment expliqué pourquoi il avait refusé de nous répondre pendant l'enquête. Enfin, vraiment, c'est ça qu'il faut rappeler aussi. Hein. Ça restait... c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans une situation vraiment paradoxale, hein, tout le monde l'a déjà dit, mais il n'a jamais pris la parole autrement que devant les policiers. Devant les policiers, il s'est expliqué, mais il n'a jamais pris la parole dans la presse, à part une interview dans l'Obs, juste après la sortie du premier article, donc le 9 mai 2016. Mais à part ça, il n'a jamais pris la parole. Et du coup, on est quand même toujours dans cette espèce d'attente et de tension par rapport à ça. Moi, ça restera quand même une interrogation et une question à laquelle je peux évidemment pas répondre. Mais juste pour reprendre Sandrine Rousseau, ce qu'elle dit, et effectivement, elle a totalement raison, c'était un peu le pari aussi au moment où on a fait ce travail avec Cyril. C'était que une enquête visant une personnalité publique rapporte un fait social, un fait de société. Que ça ne se limite pas simplement à un fait divers visant
Denis Baupin, bon, voilà, aussi intéressant soit-il, mais que ça rencontre un phénomène dont on savait qu'il était massif, notamment dans le champ politique. Et finalement, le procès a fait la même chose. C'est-à-dire que ça a marché au moment de l'enquête, c'est-à-dire que la réception de l'enquête a été bien au-delà de l'article lui-même ou de la diffusion du sujet de Cyril sur France Inter. Et moi, j'en étais ravie. Et finalement, le procès, il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a été bien au-delà, finalement, que de cette enquête ou de ce sujet. Et il a rencontré un débat public bien plus large. Et est-ce que Lénaïque et dans une autre mesure, Emmanuel Torgeman, donc avocat de Mediapart, comment on se prépare, même si tu n'y croyais pas, à l'échéance judiciaire quand même qui risque d'arriver, surtout dans des histoires à fort retentissement médiatique et politique? On écoute son avocat. Alors, que dit l'avocat? C'est très compliqué parce que c'est pas une préparation classique, parce qu'un dossier de presse, normalement, ça dure 3 heures, une après-midi, on a 1 ou 2 témoins. Là, on a énormément de témoins. Il faut bien regarder les papiers parce que ça reste un procès de presse et qu'on est poursuivi pour des propos en particulier. Je rappelle que M. Baupin, par les 2 plaintes qu'il a déposées pour Mediapart et les 2 plaintes sur France Inter, on avait à peu près... 50aine de passages qui étaient poursuivis, vous voyez, donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut, pour chaque passage, voir les témoins qu'on va avoir. À Mediapart, on plaide, et malheureusement, on ne l'a pas obtenu, mais là, on trouvait que c'était l'occasion d'avoir ce qu'on appelle la vérité du fait diffamatoire, parce que ces femmes étaient là, venaient témoigner, pour certains témoigner, pour d'autres raconter ce qu'elles avaient vécu, et c'est vrai qu'il fallait anticiper, tenter de préparer, mais j'avoue qu'on s'était préparé juridiquement et factuellement. Après... L'audience pénale, c'est l'audience pénale, donc il y a son lot de surprises. Il y a eu des moments très, très touchants, très émouvants, et je dirais c'est aussi un bon procès pour les hommes. C'est-à-dire que parce qu'on a eu notamment le témoignage de M. Sidmo Gomez, qui pour les hommes... C'est le bras droit de Cécile Duflot. Voilà, à l'époque, c'est un raz-de-marée. C'est-à-dire que là, d'un coup, quand on est homme, on se dit mais c'est pas possible, ça ne peut plus durer. C'est-à-dire que cette parole-là, elle a un écho dans la société, mais elle doit avoir aussi, en tout cas, pour l'avocat que je suis, et je pense pour tous les hommes qui étaient là, un écho pour dire, nous les hommes, on peut, c'est inadmissible le comportement, mais on ne peut plus rester silencieux, parce que c'est ça aussi à un moment, c'est que comme le dit Lénaïque, ces femmes, elles ont parlé, c'est-à-dire qu'elles ont raconté leur histoire à des gens, à leurs conjoints, et à Stéphane Sidmo Gomez, et il l'a dit devant le tribunal, avec une sincérité, quasi comme une forme de pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir l'audition de Cécile Duflot qui vient raconter tout ça avec une émotion, des choses qui sont imprévues. On va y venir. Juste une petite parenthèse, vous avez employé la formule « la vérité du fait diffamatoire ». Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être en matière de presse, il y a 2 moyens de défense. Il y a la vérité du fait diffamatoire, c'est-à-dire qu'on rapporte des éléments, des témoins, des pièces qui prouvent les propos qui sont poursuivis. Alors la jurisprudence dit, la formule, c'est dans toute leur portée, dans leur sens. Je crois qu'il y a une dizaine de décisions, et ici, on la connaît, Mediapart la connaît bien, parce que Edoui Plenel est un des premiers à l'avoir eu pour l'affaire des Irlandais de Vincennes, et on ne l'a toujours pas obtenu, nous, sur les 200 procès qu'on a eus, alors qu'il y a toujours des enquêtes qui sont quand même très fouillées et qu'on fait des épreuves systématiques, on ne l'a jamais eu. Et donc le deuxième moyen de défense, c'est la bonne foi, c'est la légitimité du but poursuivi, c'est l'enquête sérieuse et contradictoire, la modération et la prudence des propos, et l'absence d'animosité personnelle. Et c'est un peu, je ne préjuge pas de ce que décidera le tribunal, mais on l'a tous plaidé, et le procureur de la République l'a quand même démontré de manière très, très efficace. Donc on verra, mais voilà. Est-ce que, Lénaïque Bredoux, est-ce que on considère que perdre un procès pareil, c'est rater l'enquête? Voilà. Est-ce qu'il faut corréler les deux, ou est-ce qu'il y a, pour reprendre certains mots, une vérité judiciaire et une vérité journalistique? C'est 2 choses différentes. J'espère qu'on ne seront pas condamnés. Personnellement, je ne serais pas ravie, je ne vais pas dire le contraire. Par ailleurs, je pense qu'il y a, encore une fois, comme je le disais, le procès a dépassé aussi l'enjeu. Par ailleurs, encore une fois, les journalistes n'étaient pas les seuls prévenus. Donc, par ailleurs, une condamnation aurait une portée plus large que simplement Mediapart ou simplement France Inter. Elle aurait ça entache aussi les personnes qui ont témoigné, alors celles qui ont été prévenues. Et puis, comme disait Emmanuel Torgeman, de fait, les témoins de la presse, ça veut dire nos sources dans les enquêtes, concrètement. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle comme témoins pour venir à la barre du tribunal pour dire comment on a travaillé, c'est les gens qu'on a vus pendant l'enquête, qui étaient restés anonymes, en fait, et qui, du coup, viennent dire à la barre ce qu'ils nous ont dit à ce moment-là. Donc pour tout cela, ça a déjà une incidence. Et puis, par la médiatisation du procès, par le travail de Marie notamment, ça a un effet bien plus large.
C'est-à-dire, du coup, c'est le message envoyé. Au-delà même du cas de cet article, au-delà même du cas de Denis Baupin. Ça veut dire quelles sont les conséquences quand on témoigne dans la presse, qu'on est nombreuses. Parce que, encore une fois, on parle de 6 parce que c'était le 6 à visage découvert, mais au total, il y a 14 femmes à avoir témoigné dans le cadre de nos enquêtes. Donc, c'est-à-dire un très grand nombre de femmes à avoir pris la parole sur ce cas précis. Se dire qu'on est condamné, que ça se termine par une condamnation devant la justice, voilà, ça envoie évidemment le signal qu'il ne faut pas le faire, en tout cas que le risque est très grand. Ouais. Claire Mollion, peut-être sur cet aspect, vous qui êtes avocate d'Isabelle Attard. Effectivement, je pense que quel que soit le sens de la décision, même si je ne suis pas très inquiète sur la relaxe, je pense que quel que soit le sens de la décision, le procès en tant que tel est déjà réussi. En fait, l'objectif d'Isabelle Attard, l'objectif des victimes, c'était vraiment de faire en sorte que ce genre d'agissement, ça ne se reproduise plus. C'est quelque chose qui est revenu vraiment souvent dans le cadre de leurs auditions, d'elles ou des autres personnes qui sont venues témoigner à la barre. Le fait que ce type d'agissement, donc on parle de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, d'attouchement, de drague lourde, tous ces éléments qui sont très fréquents, en particulier dans le milieu professionnel où là, ils peuvent avoir des conséquences très lourdes. Finalement, pour les femmes qui le subissent, c'est quelque chose qu'on intègre, qu'on considère comme faisant un petit peu partie de la vie normale. Et ce qu'elles disaient, toutes ces victimes, c'est que quand elles en ont parlé, parce qu'effectivement elles en ont parlé, on leur disait c'est vrai, ça arrive, on ne peut pas faire grand-chose. Et finalement, elles en venaient, elles, à ajuster leur comportement et à l'intégrer comme quelque chose qui, finalement, ça fait partie de la vie d'une femme, en particulier dans ce type de milieu professionnel. Et en fait, il y a un moment, quand elles se sont rendues compte que ça allait concerner elles, mais que ça concernait un plus grand nombre de femmes, elles se sont dit stop, on ne veut plus que ce soit normal, on ne veut plus se résigner à faire comme si c'était pas grave, comme si finalement on faisait comme si de rien n'était. C'est vraiment une phrase qui est revenue très très souvent dans le cadre du procès. Et la médiatisation qu'il y a eu autour de cette affaire, le fait qu'on se pose vraiment les questions, on a parlé beaucoup de la libération de la parole, mais surtout de l'écoute, de l'accueil de cette parole, du traitement qu'on en fait, c'est déjà une énorme victoire pour elle. Alors, dans la médiation, il y a un point quand même par rapport à l'action que vous posez à Lénaïque Bredouc qui est intéressant, c'est que on verra ce que sera le tribunal, mais dans l'hypothèse d'une condamnation, il y a certains dossiers où c'est vrai que on est prêt à assumer la perte une perte d'un dossier parce que l'information était très importante, elle est compliquée à révéler. Mais là, il y aurait une conséquence qui serait quand même très importante, c'est que ces femmes-là ne seraient donc pas victimes. Le fait qu'elles soient condamnées, ça voudrait dire que finalement, elles n'auraient pas dit la vérité ou elles n'auraient pas eu les éléments pour le prouver. Donc, ce faisant, elles ne seraient plus victimes. Alors, dans le procès, elles sont prévenues, c'est ça toute la particularité, mais s'agissant des faits qu'elles ont dit qu'elles avaient vécu, le tribunal viendrait dire « Non, vous n'avez pas été victime ». Vous voyez, il y a quand même, là, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie responsabilité qui pèse sur le tribunal. À un moment, il y a évidemment la parole, l'écoute, mais il y a aussi l'attente. Et c'était, je me souviens de la réaction de ces femmes admirables lorsque le procureur de la République a reconnu et a requis la relaxe. C'était déjà pour elles un premier pas vers la reconnaissance d'un statut de victime qu'elles n'ont toujours pas et qu'elles n'auront finalement judiciairement pas, mais c'est l'intérêt de la médiatisation et c'est l'intérêt de la presse, c'est qu'à un moment, parfois, même quand la justice ne peut pas, la presse rétablit un statut de victime, et c'est quand même fondamental, surtout quand on entend ce que vous dites, consoeur, parce que qui pour nous les hommes est quelque chose de déférent, quoi. Il y a peut-être aussi quelque chose à ajouter sur la demande que vous avez faite, vous, les avocats de la défense, sur la procédure abusive. Voilà, oui, parce que si Denis Baupin était condamné pour ça, ça ferait certainement jurisprudence. Et là, ce serait très intéressant pour ces procès qui sont quand même, peut-être on peut le préciser, assez courants, en fait. Du coup, allons-y. Donc, la procureure a demandé la relaxe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de Claire Mollion, par exemple, de votre demande de faire de cette décision, et d'aller au-delà de la relaxe, de faire de cette décision judiciaire une décision historique en allant sur la procédure abusive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça pourrait signifier ? Exactement. Donc on a demandé non seulement la relaxe des femmes auteurs des propos, mais on a voulu aller plus loin en demandant la condamnation de Denis Baupin
à leur verser des dommages et intérêts pour procédures abusives. En fait, ce qui est vraiment un peu surréaliste dans ce procès, même si c'est paradoxal parce que ça leur a permis d'avoir une tribune pour parler, c'est qu'elles se sont retrouvées sur le banc des prévenus. C'est quelque chose qui a été difficile à porter pour elles. Elles ont été mises en examen il y a 1 an, et quand elles se sont présentées là, c'est une position qui est pas facile, où elles doivent forcément se défendre, et en plus il y avait une vraie tension, une vraie agressivité dans la salle tout au long de l'audience. Et on a demandé une condamnation pour procédure abusive, non seulement en raison du renversement des rôles, également de l'absence de Denis Baupin, et surtout parce qu'on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de femmes ou de personnes qui prennent la parole pour raconter ce dont elles ont pu être victimes, et qu'en réponse, il y a un nouveau moyen d'intimidation, d'oppression, qui est cette procédure en diffamation. Donc elles l'ont vraiment perçu comme un message qui était adressé donc à elles, mais également aux autres personnes éventuelles, qui était « si tu parles, je t'assigne en diffamation ». C'est quelque chose qui est vraiment revenu, même dans la salle d'audience, d'autres personnes qui avaient témoigné de manière anonyme, qui étaient là et qui venaient me voir et qui me disaient « maintenant que mon nom est sorti, j'ai peur qu'il m'assigne en diffamation ». Parce que ça veut dire se retrouver exposé, ça veut dire c'est une procédure qui est longue, c'est un coût, il y a vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression que ce recours à cette procédure en diffamation est une vraie instrumentalisation et un nouveau moyen pour faire taire ces personnes-là. C'est les procédures bâillons. Ouais, c'est les procédures bâillons, mais c'est vrai qu'à Mediapart, on fait très peu de procédures, de demandes de procédures abusives, parce que on considère que c'est devant le juge et que les gens qui sont mis en cause ont un droit naturel qui leur est donné de pouvoir déférer des propos devant un tribunal. Mais dans les circonstances qu'a rappelé Claire Moléon, c'est-à-dire que très clairement, c'est une manière de dire aux victimes, mais c'est aussi un message à faire passer aux journalistes. C'est-à-dire que si jamais vous recueillez la parole des femmes et que vous la publiez, vous serez poursuivis. Et c'est vrai que c'est un message qui est donné à tout le monde. D'ailleurs, quand les articles sont sortis et vu les personnes qui se sont finalement amené les témoignages, on n'a pas tellement vu dans la presse d'autres. Il n'y a pas de grands papiers ou de grands sujets à part là maintenant récemment. On voit la Ligue du LOL, des choses qui émergent. Mais sinon, en 2016, quand on regarde de 2016 à maintenant, il y a eu très peu d'enquêtes. Il y a un effet atténuateur quand même de la c'est quelque chose d'être poursuivi pour diffamation, parce qu'il y a toujours un risque de condamnation, parce qu'on n'est pas jugé, il faut bien comprendre, on n'est pas jugé sur les faits que les personnes ont vécu, on est jugé sur la manière dont ils ont été écrits et publiés dans la presse. C'est totalement différent, parce que sur le fond du dossier, je le répète, le procureur de la République, il a clairement dit que les faits étaient quand même confirmés. Pas la qualification, mais là, ne l'oubliez pas, c'était la retranscription des propos qui étaient jugés, pas les faits en eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est un message fort qui est donné à tous les journalistes pour dire, si vous enquêtez là-dessus, si vous publiez des informations là-dessus, vous serez poursuivis. Alors, on a bien compris la portée historique de la décision qui aura lieu au mois d'avril. On voulait revenir sur des moments forts particuliers du procès. Une question auparavant à vous, Marie Barbier, puisque je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez live-tweeté ce procès. Et du coup, on se posait la question du statut de ce live tweet. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites couramment? Quelle était votre intention en faisant ce live tweet? Et j'imagine que ça charrie plein de questions, parce que vous ne pouvez pas tout prendre en note. Donc, qu'est-ce que vous choisissez de dire, pas dire? Alors oui, c'est quelque chose que je fais assez couramment. Moi, j'ai commencé il y a 3-4 ans, je pense, de live tweeter. Je pense que l'un des premiers, c'était Ziad Ebouna à Rennes, d'ailleurs, un des premiers procès que j'ai live tweeté. Et voilà, donc c'est quelque chose qui se fait assez couramment. Après, sur la pratique, évidemment, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais comme tout travail journalistique, c'est évidemment subjectif. Après, moi, j'essaye de donner les deux parties. J'ai, par exemple, live tweeté la plaidoirie de Maître Pierrat, qui a duré 3 heures. Donc ça a été... C'est un record, la 17e. Qui est donc l'avocat de Denis Baupin. Denis Baupin, ouais. Voilà, donc après, oui, c'est un choix que je fais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà, ça permet quand même de dire beaucoup plus de choses que dans une chronique judiciaire classique qu'on fait à la fin
d'une journée d'audience, parce que du coup, on est sur toute la journée. Il y a le côté direct aussi qui est intéressant, parce que du coup, il y a une interaction qui se fait. Et là, on a vu sur ce type de procès, ça interagit énormément. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce que j'allais vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que là, l'avocat de Denis Baupin, Emmanuel Pierrat, a cité votre live tweet. Il a dit, à un moment, je crois qu'il a dit « J'espère que j'y serai dans celui-là avec ses propos ». Oui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... vous avez même répondu sur Twitter. Oui, c'est ça. Pendant les débats, alors non, ça ne m'est jamais arrivé, c'était très surprenant. Pendant les débats, il a photographié les pièces du dossier pour dire que je n'en parlais pas et pour dire qu'il fallait en parler. Donc c'était vraiment... Et juste une question pour les avocats, c'est permis de faire ça pour un avocat? Il y a un débat. Il y a un débat, mais ça a fait l'objet d'un incident qui a été consigné dans le cadre des notes d'audience. Et c'est vrai que, moi je le dis, je n'avais jamais vu ça, quoi. Surtout que il y a quand même, on est dans une affaire quand même très particulière et il y a quand même la famille, les gens qui parlent des Twitter et il y a des éléments que les victimes n'ont pas envie de révéler à tout le monde. Et donc là, je trouve que ça m'apparaît, moi, à minima, une imprudence. Après, on verra ce que décidera les autorités ordinales si elles sont saisies, quoi. Ouais. En tout cas, ça a été très très mal vécu par les victimes qui ont vu encore là, une nouvelle fois, un nouveau moyen d'intimidation. Parce que c'était des SMS choisis sur lesquels on ne pouvait pas répondre, qui touchaient à des choses très, très intimes. Déjà que tous ces SMS, tous ces échanges, toutes leurs réactions étaient passées au crible pendant toutes ces semaines. Elles sont passées un petit peu sur le grill. C'était très, très éprouvant. On a dit merci Denis Baupin, mais c'était quand même une semaine qui était très, très compliquée pour elle, pour nous, pour tout le monde. Et le fait d'avoir ces SMS jetés un peu en pâture sur Twitter, ça a été très, très compliqué. Il y a eu d'autres moments aussi un peu forts en émotion, et vous l'avez relayé, et pour la rédaction de Mediapart aussi, c'était particulier, de la manière dont Emmanuel Pierrat t'a traité, d'une certaine manière, Lénaïque, en évoquant les mots de Mormone en chef, de tribus. De cette tribus, si je me souviens bien. Bon, voilà, au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme une anecdote, c'est quand même pas évident de se retrouver comme ça, jugé personnellement, de manière publique dans un procès. Comment on vit ça? Avec un argument qui était souvent employé pour faire taire, c'est l'argument du puritanisme. Voilà, ouais. Ouais, parce qu'en fait, Mormon en chef, moi, j'ai toujours pas compris vraiment ce que ça voulait dire. En fait, si on essaye de réfléchir, vu ce que sont les Mormons et tout, c'est un peu bizarre. Mais peu importe. En fait, à ce moment-là, au moment où il le dit, tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Donc voilà, c'est juste une boutade. Non, je vais pas dire que c'est très agréable. Très franchement, c'est pas très agréable. Mais c'est pas pour moi que c'est le plus difficile. Donc, je vais pas du tout. Simplement, moi, ce que j'ai trouvé hyper significatif, c'est que c'est au tout début du procès qu'il fait ça. Et clairement, en fait, je l'avais un peu senti quand je l'avais rencontré, mais il y avait vraiment d'emblée d'installer ce débat, les puritains, les libertins, et qu'il allait faire le procès de l'ordre moral qui s'instaurerait, qu'on n'a plus le droit de tout dire. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On n'a plus le droit de rien dire, etc. On n'a plus le droit de rien faire, on ne peut pas coucher avec qui on veut, on ne peut pas avoir la sexualité qu'on veut. Et donc, c'est un ordre moral réactionnaire, conservateur qui s'impose, dont on serait l'incarnation. Donc, je serais l'incarnation journalistique, voilà. Et que donc parler de violences faites aux femmes, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, quand lui parle de libertinage incompris, ça a été Denis Baupin, quand je parlais de l'interview dans l'Obs qu'il a donné, il parle de libertinage incompris. Donc du coup, c'est ce qui est une expression par ailleurs assez particulière, mais disons qu'en gros, ce serait le libertinage versus... voilà. Et en fait, donner cette défense d'emblée, c'était ce qu'il pensait qu'elle allait marcher immédiatement. C'est-à-dire que... moi, je trouve ça tellement virulent, en fait, tellement décalé. Et par ailleurs, je me sentais pas tellement visée... c'est-à-dire ça me touchait pas beaucoup parce que... je peux avoir plein de défauts, mais alors ça, je crois pas trop. Et du coup, ça me semblait quand même assez incongru. Et surtout, une défense datant franchement, d'il y a très longtemps. Enfin, d'il n'y a pas si longtemps dans le contexte français, de séduction à la française. Enfin, il faut quand même se rappeler, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on défendait encore ça. Que la lutte contre les violences sexuelles, finalement, c'est quand même l'ordre moral anglo-saxon, les Américains, le harcèlement sexuel, c'est les Américains, etc., etc. Là, je trouve que quand on disait, quand Clermont disait, on est 3 ans après, entre-temps, il y a eu MeToo, il y a eu l'affaire Weinstein, etc., ça me semblait être une démonstration manifeste. C'est-à-dire qu'il dit ça, il lance ça comme ça, et en fait, la réception de ça, elle est inverse de ce qu'il pense.
Parce qu'elle correspond à une période de la préhistoire, de ce point de vue-là. Et vous vous étiez attendu, vous étiez préparé en tant qu'avocat à ce type de stratégie de l'avocat de Denis Baupin, très agressif quand même dès le début. Et est-ce que vous avez du coup réagi à cette entrée un peu en fanfare, et l'un et l'autre ? Moi, j'ai été repris à l'ordre par le président parce que j'ai pas certains propos que j'ai pas tolérés et je trouve que poser des questions quand on est partie civile, ça n'autorise pas non plus à tout dire. Donc, on a eu quelques échanges un peu virulents, mais après, le libertinage, c'est entre personnes consentantes. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui est plus consentante, c'est plus libertinage, c'est autre chose. C'est une agression sexuelle ou du harcèlement sexuel ou plus grave encore, mais on a entendu des gens venir expliquer l'image que Denis Baupin montait à cheval et puis redescendait. Enfin, ouais, la drague, c'est un drame. Ouais. La drague, c'est comme la guerre. Et, il monte à cheval, quand il tombe d'un cheval, il remonte sur un autre. Voilà. L'image elle est terrible. Mais vous vérifierez, parce que je pense qu'en plus, c'est quand même quelqu'un d'assez connu et c'est quand même très surprenant. Me dire ça à la barre, c'était quand même... Et on a vu quand même, il y a autre chose qui est très révélateur, c'est-à-dire que c'est un procès donc intenté par un homme qui ne vient pas, et il a 3 témoins essentiels. Et donc ça, juste pour les gens qui nous regardent, donc c'est possible en fait. Alors la partie civile dans un procès de presse, elle a parfaitement le droit d'être représentée. C'est-à-dire que c'est un droit que le code de procédure pénale offre, et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais là, quand on insiste et qu'on demande quasiment, qu'on finit par avoir 5 jours de procès, là, il n'est pas là. Et ces 3 témoins premiers, c'est Emmanuelle Cosse, donc sa compagne, c'est la mère de son fils, et c'est sa première femme. C'est-à-dire qu'encore une fois, et moi c'est ce qu'on a plaidé, c'est que c'est encore illustration un peu de la domination de l'homme, quoi. C'est-à-dire que l'homme n'est pas là, mais il demande à ses femmes, pardon, c'est pas du tout méprisant, mais d'aller porter une parole pour lui. Marie Barbier, quelle était l'ambiance dans la salle au moment de ces témoignages ? Parce que c'est vrai que, vu de l'extérieur, tous les gens qui ont suivi votre live tweet, je veux dire, ont été troublés, c'est le minimum qu'on puisse dire, quand même choqués de ces dépositions-là, de dire qu'il n'est même pas là, effectivement. Je crois que tout le monde était très gêné, c'était vraiment gênant comme moment quand même. Hein. Parce qu'effectivement, il envoie ses femmes au front, et lui n'est pas là, donc quelle lâcheté quand même, déjà, première chose. Et en plus, elles le défendent, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre ? Enfin, c'est compliqué, quoi. Elles sont dans un conflit de loyauté énorme, Emmanuelle Cosse, elle est là. Je crois que c'est très très gênant quand même, ce moment-là, que tout le monde le ressent comme ça, enfin, je pense. Alors, dans les temps forts du procès, parce que l'heure tourne aussi, donc on voulait vraiment parler d'un témoignage, évidemment, qui a, je pense, à la fois frappé et ému tout le monde, qui était celui de Cécile Duflot. On va revoir tout de suite un petit extrait de Cécile Duflot qui était ici. C'était quelques mois avant le procès, et qui répondait à une question sur cette affaire. On lui posait des questions sur le soutien qu'elle avait apporté aux victimes. On regarde. J'ai dit il y a 3 jours que oui, moi j'avais que j'avais connu des situations de ce genre, mais que pour l'instant, ni à l'époque, ni aujourd'hui encore, j'avais eu le courage qu'ont eu Isabelle et Annie, etc. Et je crois que je ne l'ai pas encore pour plein de raisons qui m'appartiennent. Et voilà. Donc, quand elle dit « j'ai connu des situations de ce genre », en fait, c'est des situations de ce genre avec Denis Baupin, puisque ça, elle l'a dit devant le tribunal. Donc, on voit quelqu'un qui change de statut, c'est-à-dire quelqu'un qui était plutôt soutien des victimes et qui, tout d'un coup, se découvre une victime en plein procès, quoi. C'est assez particulier. En fait, moi, je n'étais pas surprise, parce que c'est donc ce qu'elle nous avait expliqué dans le cadre de notre enquête, parce que c'était très... On avait eu beaucoup de mal à lui parler, à Cécile Duflot, elle ne voulait pas trop, elle était très réticente. J'avoue, à ce moment-là, qu'on ne comprenait qu'à moitié sa réticence. Bon, on a mieux compris quand on a discuté avec elle, et il y a une partie de ce qu'elle a dit, qu'elle nous a dit qu'à moitié d'ailleurs, hein, mais en nous demandant la confidentialité absolue et totale, qu'on a évidemment respectée. Et elle avait dit qu'elle viendrait au tribunal, et elle avait surtout dit à Sandrine Rousseau notamment, parce que Sandrine Rousseau lui avait confié son récit directement plusieurs années avant qu'il y ait l'enquête de presse, et elle lui avait dit, si un jour tu vas au tribunal, je
je viendrai témoigner. Donc elle a de fait tenu la promesse qu'elle avait faite à l'époque. Et elle a très bien expliqué à la barre, hein, à la fois personnellement, dans son parcours personnel, voilà, amical, amoureux, voilà, comment c'est pas forcément simple de parler de ça, comme pour n'importe qui en fait. Bon, c'est Cécile Duflot, mais c'est absolument n'importe qui de ce point de vue-là. Et par ailleurs, comment c'est peut-être doublement compliqué, ou en tout cas autrement compliqué, quand on est responsable politique. Et c'est là où effectivement c'était aussi très intéressant ce procès, c'est-à-dire qu'on voyait bien comment les partis politiques étaient en fait des machines à broyer cette parole, à ne pas l'entendre, comment l'idée d'être responsable politique et victime était impensable, et à mon avis par ailleurs totalement à raison, c'est-à-dire qu'un responsable politique femme arrivant dans l'espace public il y a 3 ans en disant j'ai été victime d'une agression sexuelle, une tentative d'agression sexuelle, qu'importe, et maintenir sa trajectoire politique, je n'y crois pas une seule seconde. Je ne sais même pas ce que ça donnerait aujourd'hui, mais je suis convaincue qu'effectivement il y a 3 ans c'était impossible, d'autant plus impossible qu'à l'époque, encore une fois, on parle de manipulation, d'instrumentalisation. Et d'ailleurs, c'est encore ce qu'on a entendu pendant le procès. C'est assez rapidement, en fait, ça s'est vite éteint, mais quand même, l'idée d'un complot politique aurait été ourdie par Cécile Duflot. Enfin, pendant des années, on nous a quand même servi ce plat, et pas uniquement de la défense de Denis Baupin, parfois dans la presse elle-même, que Mediapart et France Inter avaient été les instruments d'une vengeance politique menée par Cécile Duflot. Bon, voilà, on était bien placé pour savoir à quel point c'était absurde, mais vraiment, le décryptage qu'elle a fait de cette impossibilité de parler quand on est responsable politique, à l'intérieur de son parti et à l'extérieur, était vraiment passionnant, parce que c'était en fait ce qu'elle a dit, nous a été dit par beaucoup des responsables politiques femmes avec lesquels on a échangé durant cette enquête. Et sur le coup politique, peut-être que vous, en tant qu'avocate d'Isabelle Attard, vous pouvez témoigner pour elle du coup que ça peut être pour une femme politique de parler de ça. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est lourd quand on est une femme politique. Je pense que ce qui était compliqué aussi, c'était la position de Denis Baupin. Je parle notamment pour les victimes, un peu moins pour Cécile Duflot, mais plutôt pour les victimes, parce que ce qui revenait souvent dans leurs témoignages, c'est l'admiration qu'elles avaient en fait pour Denis Baupin, qui était quand même ce personnage qui était une des 3-4 stars des Verts, qui était l'expert nucléaire. Donc c'est quelqu'un qu'elles respectaient beaucoup intellectuellement, qu'elles admiraient beaucoup sur ce plan-là, et avec lequel, en particulier pour Isabelle Attard, elle avait beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie de travailler, notamment sur les sujets nucléaires. Et on voit à quel point les agissements qu'elles ont dénoncés, le fait de recevoir des SMS en permanence, alors qu'elles disaient non, clairement, des SMS dont le contenu la dégoûtait, la gênait, l'empêchait de trouver une position confortable sur une chaise, finalement a amené à une stratégie de l'évitement et de renoncer à tout ce travail qu'elle aurait pu faire avec lui. Et voilà, ça fait partie des choses qu'elle voulait dénoncer pour qu'on puisse plus avoir ce sentiment un peu de gâchis. Je pense que du coup, la personnalité de Denis Baupin a aussi beaucoup joué. Marie Barbier, sur ce moment de témoignage de Cécile Duflot, ça a été un tournant du procès, selon vous, qui a participé en tout cas à son retentissement dans l'espace public plus largement? Sans doute, effectivement, ce que disait Lénaïque, c'est vrai que c'est une ancienne ministre quand même qui vient raconter effectivement ce que beaucoup de femmes ont subi, mais du coup elle raconte pourquoi elle n'a pas parlé, et surtout, alors là on est plus sur la dimension historique, mais elle dit maintenant que c'est dit, les filles elles pourront avoir des responsabilités politiques et elles ne seront pas obligées de subir ça. Et ça, c'est vrai que c'est un moment très fort parce qu'elle le dit en pleurs déjà, donc il y a beaucoup d'émotions dans la salle, et puis on sent que là il y a effectivement quelque chose qui est en train de basculer, quoi. Peut-être on va terminer parce que ça tourne, mais au-delà de la demande de procédure abusive qu'on a évoquée tout à l'heure, et pour clore la discussion, vous avez aussi évoqué à la fin du procès l'exemple en fait du procès autour de l'avortement de 1972 à Bobigny. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Pourquoi cette référence aussi était importante et pourquoi vous espérez une issue aussi
forte que celle de 72. Donc, le procès de Bobigny 1972, pour resituer, c'est ce procès qui a été porté par Gisèle Halimi, avocate, qui représentait à l'époque une des faiseuses d'anges, donc une des femmes qui aidait à avorter à une époque où la loi pour l'avortement n'était pas encore passée. Donc, il y a eu ce procès qui a été un procès politique, qui allait au-delà du simple cas de la personne qui était jugée, pour attirer justement l'attention de l'opinion publique et faire changer les choses. Et de fait, l'année suivante, la loi pour l'avortement a été votée. Donc ça fait partie de ces moments où le droit et l'enceinte judiciaire peuvent faire vraiment changer, évoluer les mentalités, changer la société. Et je pense qu'on est ici aussi à un tournant. On n'est pas sur les mêmes faits, sur les mêmes enjeux, mais au final, quand même un petit peu, sur la liberté de ces femmes de choisir leur sexualité, les relations. On est sur les questions de consentement. Et en fait, pour reprendre ce qu'on disait sur le puritanisme, on est vraiment à l'inverse de ça. Ces femmes qui ont témoigné, c'est des femmes qui sont libres, qui sont émancipées, qui ont été des victimes, mais qui veulent avant tout que ça s'arrête, qu'on arrête de considérer que c'est pas grave et qu'en fait on se résigne. Et alors qu'il y a eu de plus en plus de paroles publiques, là on est vraiment sur la question de ce qu'on fait de cette parole. Comment est-ce qu'on l'écoute ? Comment est-ce que ça change dans les partis politiques, comme ça a été annoncé avec ce témoignage de Cécile Duflot, mais aussi tous ces hommes qui ont pris la parole pour dire que ça, c'était pour moi, pour elle aussi, je pense, un moment très fort du procès. Ces hommes, ces cadres du parti qui ont reconnu qu'ils savaient, qu'ils n'ont rien fait, qui s'excusaient, que si c'était à refaire, ils le referaient complètement différemment. Donc, je pense qu'on est vraiment à un tournant et que ça s'appliquera non seulement aux partis politiques, mais plus généralement, j'espère, à l'ensemble des milieux professionnels et de la société de manière générale. On vous remercie. Si personne n'a rien à ajouter, on va clore cette discussion. Alors, puisque c'était aussi le procès de la presse et qu'on a une journaliste de l'Humanité, on voulait faire une petite annonce confraternelle. Le soutien à l'Humanité qui est en difficulté et que donc il y a une souscription qui est en ligne pour le soutenir et une soirée de soutien et de mobilisation autour de l'Humanité ce vendredi, si j'ai bien compris, à Montreuil, au Palais des Congrès. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir les collègues qui font un beau travail.